Bonjour à tous et à toutes. Je suis le docteur Jacques Chevalier, je suis dermatologue et historien de la médecine. Je suis notamment membre fondateur de l'association Claude Bernard, également secrétaire général de la Société française d'histoire de la médecine et vice-président de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Je vais donc vous raconter une histoire qui concerne une croisière en Méditerranée qui a bien commencé, mais qui s'est mal terminé. Le docteur S-Sciences Louis Olivier, qui est directeur de la Revue générale des sciences pures et appliquées, organise une croisière, plus d'agréments que de travail d'ailleurs, en Méditerranée, en septembre 1901. Le paquebot Sénégal, qui est parti de Marseille, ne va pourtant pas franchir plus loin que le détroit de Messine. Il va devoir faire demi-tour car un matelot est malade, il a de la fièvre et un gros ganglion, une adénite, et de ce fait, il y a une suspicion de peste à bord. Dans un premier temps, le livre d'une des personnes membres de l'expédition, Jean Berthaud, publié l'année suivante, donc en 1902, nous raconte l'ensemble de cette équipée. Pour ma part, j'avais visité l'archipel du Frioul en 2010. En 2014, j'avais découvert une collection de photographies prises par des passagers avec des grandes photos panoramiques et puis des photos d'un certain Léon Gaumont, qui va devenir bien célèbre par la suite. En 2015, j'avais donc publié un article sur ce sujet avec l'ensemble des documents que j'avais trouvés et en rappelant qu'il y avait dans ces passagers l'ancien ministre et futur président de la République, Raymond Poincaré. Pendant le confinement, en avril 2020, le journal Libération, à partir de mon travail et à partir de photographies que je leur ai passées, a écrit un article plus politique que médical. Et puis récemment, en juillet 2002, j'ai découvert une deuxième collection de photographies, ce qui fait que je possède environ 130 photographies sur l'expédition et la quarantaine au lazaret du Frioul. Pour ménager le suspense, je vais vous faire un petit rappel sur la peste à cette époque. Au XIXe siècle, le fléau n'était pas la peste, c'est le choléra. En effet, la peste était éteinte depuis environ un demi-siècle, en sachant qu'il y avait quand même eu quelques foyers de peste, notamment en 1879 sur les bords de la Volga, près d'Astrakhan, qui avait fait environ 400 victimes. En 1894, un gros foyer de peste en Chine méridionale qui aurait fait environ 100 000 morts. Mais, nous dit le professeur Proust, elle passa presque inaperçue. Il ne s'agissait, il est vrai, que de Chinois. On était encore loin de nos territoires européens. Mais en 96, c'est l'Inde, 98, Madagascar, en Mandchourie en 99, mais également au Brésil, en Argentine et en Égypte, c'est-à-dire en Méditerranée. Et là, ça devient un peu plus ennuyeux pour l'Europe. Et c'est donc cette troisième pandémie de peste qui va commencer en 1894 pour se finir en 1945. En 1894, c'est également la date de la découverte du bacille de la peste par Alexandre Yersin, qui est un membre de l'Institut Pasteur de Paris, qui est envoyé à Hong Kong pour, pour isoler ce bacille. Il est en concurrence avec une équipe allemande dirigée par Robert Koch, le grand découvreur du bacille de la tuberculose et également du bacille du choléra, avec son élève japonais Kitasato. La différence, c'est que Yersin, n'ayant pas de matériel et n'ayant pas accès aux malades,
va se contenter d'un prélèvement d'un bubon sur un cadavre qu'il va pouvoir obtenir. Et comme il n'a pas d'étuve, eh bien, il ne va pas pouvoir mettre à température d'étuve sa culture. Et de ce fait, c'est lui qui va réussir à isoler ce germe que l'on ne doit pas conserver à température d'étuve. Il va également montrer que les rats sont propagateurs de l'épidémie en isolant les bacilles, c'est le rat. Il va montrer qu'on trouve dans la terre contaminée du bacille qui est très résistant. Et l'année suivante, il va mettre au point un sérum antipesteux. La deuxième grande découverte, elle est due également à un Français, un médecin militaire français, Paul-Louis Simon, qui en 1897, cette fois-ci en Inde, va montrer que l'élément intermédiaire entre le bacille et c'est-à-dire l'homme et le rat, eh bien c'est la puce. Il va démontrer que la puce est responsable de la transmission de la peste chez l'homme. Alors, revenons à notre croisière. Au départ, la croisière se passe très bien, puisque c'est une belle croisière qui ne comprend que des passagers de première classe. Il y a 174 passagers et ils doivent aller dans les ports du Levant, Syrie, Palestine, via les îles de Rhodes, Chypre, Crète et Malte, la belle croisière méditerranéenne classique. Le billet est très élevé, c'est 1300 francs, ce qui correspond à peu près à 4 années de salaire d'un domestique. Et comme dans toutes les bonnes croisières dites intellectuelles, on emmène avec nous un professeur de lettres, en l'occurrence, de la faculté, le professeur Dill, qui est correspondant de l'Institut, qui doit faire des conférences tout au long du voyage. Alors le Sénégal, le bateau, attend les voyageurs à Marseille, sur le quai de la Joliette. C'est un très beau paquebot, hein, de 125 mètres de long, 12 nœuds de moyenne à l'heure. Les cabines comportent à l'époque 6 couchettes superposées et un poste de toilette avec 2 cuvettes. Ça, c'est le confort de l'époque. Et l'on voit sur le plan de droite le port de Marseille à l'extrême droite et l'archipel du Frioul à 2-3 km de distance de la côte, avec notamment le château d'If et puis les deux îles principales, l'île de Ratonneau et l'île Pomègue. Ces deux îles sont d'ailleurs reliées par une rade, ce qui permet aux paquebots de pouvoir venir mouiller dans la rade. Alors la croisière s'amuse, il n'y a que des personnes distinguées, nous dit Jean Berthaud, appartenant aux sciences, aux lettres, aux arts, au clergé, à la médecine, à la magistrature, au barreau, des officiers en congé, des dames à l'esprit cultivé et curieux, des jeunes gens désireux de couronner de brillantes études par des observations pratiques. Et ainsi, on va trouver des ecclésiastiques, le chanoine Clerval, l'évêque d'Oulcey, un peintre assez célèbre à l'époque, Georges Clérin, l'ancien ministre Raymond Poincaré et sa future épouse, madame, qui s'appelle encore Madame Henriette ou Arthur, comme on disait à l'époque, Bazire, qui n'était pas encore divorcée, Paul Picard, membre de l'Institut, Charles Dill, le photographe Léon Gaumont, qui va fonder ensuite toute l'industrie Gaumont du cinéma. Il y a même Gaston et Raymond Gallimard, et pas moins de 18 médecins. Alors voilà une image de ce beau monde déjà arrivé sur l'île du Frioul, où l'on voit en premier plan Raymond Poincaré tenant à son bras Madame Bazire. Elle deviendra Madame Poincaré par la suite. Voilà également Madame Poincaré Madame Bazire au centre du pont, sur le pont. Alors les professeurs en médecin, il y a des professeurs, le professeur Bucois de l'Académie de médecine, le professeur Demons de Bordeaux, le professeur Bernheim de Nancy, mais beaucoup de docteurs, Chauffard, Richardière, et il y a même un Lyonnais, le docteur Pierre Aubert, qui est ancien chirurgien-major de l'Anticaille de Lyon, que l'on voit en bas à droite. Et puis d'autres médecins moins connus, mais je vous cite quand même le docteur Charles Leroux, dont on reparlera à la fin, car il fera une étude sur
l'efficacité et la bonne tolérance du sérum qui sera donné, du sérum antipesteux. Alors voilà des photos, des grandes panoramiques prises sur l'île, sur l'archipel, et l'on voit en bas à droite le docteur lyonnais, le docteur Aubert. Voici le peintre Clérin, qui est un peintre à l'époque célèbre, un petit peu oublié de nos jours, avec une de ses toiles les plus connues qui représente Sarah Bernard. Voici le peintre Clérin sur le pont du navire. Alors le personnel du Sénégal, il y a bien sûr un commandant que l'on voit à droite, mais il y a aussi 6 membres de l'équipage, de l'état-major et 62 membres d'équipage. Et pour le service, il y a, et je cite, 39 domestiques, dont 6 femmes de ménage et un nègre. Je cite Jean Berthaud, bien sûr. Le médecin du bord s'appelle le docteur Piotrowski. Voilà le départ de ce beau monde du quai de la Joliette à Marseille. Et puis, le bateau lève l'ancre, nous sommes le 14 septembre. Le lendemain, il mouille à Ajaccio, les passagers vont débarquer, visiter la maison natale des Bonaparte, et on repart en fin d'après-midi, le 16. Les îles Lipari sont en vue, mais à ce moment-là, le bateau doit faire demi-tour. Nous avons la peste à bord, s'écrie un passager, et ça a évidemment une traînée de poudre sur le navire. Le commandant va afficher un avis manuscrit à la suite d'un cas d'adénite qui s'est produit sur un homme de l'équipage. Il se voit obligé de rallier le premier port français pour débarquer le malade, sa présence à bord pouvant entraîner en Turquie des quarantaines qui compromettraient la croisière. Évidemment, le mot de peste n'est pas signalé. Alors, ce malade, c'est un second maître. Il a de la fièvre, des ganglions de l'aine gauche très tuméfiés, et il doit être débarqué au plus vite. Le médecin de bord est dubitatif en disant « Est-ce qu'on peut avoir la peste en quittant Marseille ?» Ou à Marseille, il n'y avait aucun cas de peste. Le problème, c'est que le bateau n'a ni sérum antipesteux, qui avait donc été mis au point quelques années auparavant par Yersin, ni microscope. Donc difficile de faire un diagnostic bien précis et de faire un traitement préventif. Le docteur Olivier, qui est le docteur et sciences Olivier, rassurant, optimiste, le voyage va reprendre lorsque le malade sera débarqué à Ajaccio. D'ailleurs, le malade va mieux, il s'est levé, il cause à la porte de sa cabine. Il n'y a pas de panique sur le bateau, car personne ne croit à la possibilité vraiment d'une peste. Le 17 septembre, la nuit est assez agitée. Après une nuit agitée, le Sénégal arrive au large de Bonifacio. Il stoppe, mais il ne pourra pas débarquer son malade. Le bateau est tiré par un remorqueur et il va pénétrer dans le petit port du Frioul le lendemain matin. Les passagers voient cette vue assez extraordinaire, mais très sauvage, de ces îles avec des bâtiments dessus. Les bâtiments correspondent bien sûr au lazaret, tout à fait utilisé au XIXe siècle, nous verrons comment. Alors il y a même déjà un bateau qui attend, qui revient d'Extrême-Orient, qui termine une quarantaine. Les îles sont vraiment nues, il n'y a pas de végétation, pas d'arbres, quelques arbrisseaux, des forts sur les crêtes, un quai désert, des grandes bâtisses carrées, c'est le lazaret. Jean Berthaud nous dit « On dirait une ville qui a ravagé une effroyable épidémie dont tous les habitants sont morts sans qu'il en reste un seul pour ouvrir les fenêtres. » Voilà le bateau, le pont au moment de l'arrivée sur le lazaret. Alors, on arrive au lazaret du Frioul, une chaloupe sanitaire va accoster le Sénégal, on réunit les passagers et l'équipage. En fait, c'est seul le malade au départ est débarqué, et il débarque sur ses pieds, faisant un geste d'adieu à ses camarades, ce qui, évidemment, indigne les passagers qui ont l'impression que l'on se moque d'eux. Et pourtant, ce malade mourra le surlendemain.
Le service de santé vient demander des rats pour les examiner au microscope, parce que sur le lazaret, il y a quand même un mini-service médical. Le problème, c'est qu'un second homme d'équipage est malade. Il est débarqué. Le personnel du paquebot va rester à bord et ne seront pas débarqués dans un premier temps. Seuls vont être débarqués les passagers. Sur l'île, il y a 8 employés de l'hôpital, mais en fait, il y a un médecin, un interne qui est là, qui fait tout le travail, et en fait, les autres, ce sont des employés qui assurent l'entretien. Voilà l'arrivée du bateau, c'est le débarquement du malade, du pestiféré. Et là, c'est sur l'île de Pomègue. Alors, après 2 jours d'attente sur le bateau, enfin, on décide de débarquer les passagers. C'est assez curieux, mais il a fallu attendre 2 jours. Ceux-ci bouclent leurs valises, ils arrivent sur un quai qui est désert, ils doivent se débrouiller, aucun domestique n'est là pour porter leurs valises. Et finalement, on va distribuer des billets de logement, les dames auront une chambre séparée, les couples auront une chambre aussi, séparée des autres, mais tous les hommes essentiellement, seront en dortoir. En fait, ce lazaret avait été construit en 1820, non pas pour la peste, il n'y avait pas de peste dans la première moitié du 19e siècle, mais la fièvre jaune ou le choléra. Et on l'appelait l'hôpital du vent parce que cet hôpital était très aéré, avec des grandes pièces, des grandes fenêtres qui permettaient une aération des locaux. Voilà encore une belle photographie qui nous montre le débarquement, cette fois-ci des passagers, qui se fait par des petites chaloupes. Et on arrive sur la terre ferme, avec des casques coloniaux, et les dames sont en belle sous-ombrelle. Voilà à quoi ressemble sur l'île Ratonneau, donc ces pavillons. Voilà également un dortoir, des chambres de 22 lits, où il n'y a pas de confort, hein, juste des petites tables et encore pas de porte-manteau, pas de miroir. Et les lieux d'aisance ne sont qu'un simple trou, nous dit-on. Les repas sont pris en commun dans le pavillon, mais il faut participer aux paluches, ce qui évidemment au début n'est pas très apprécié de ce beau monde. On manque de tout, dit-on. Et puis voilà, au bout d'un jour ou deux, le dortoir des hommes, ça devient absolument lamentable. Il y a quand même une distribution de courrier qui se fait à travers une porte, il y a une grille et on n'a pas le droit de passer. Il y a un parloir digne de celui d'une prison et le service de santé va même envoyer aux dames des fleurs, des bouquets de fleurs. Jean Berthaud nous dit « Cette attention fut fort appréciée, il est si bon quand on n'a pas le nécessaire d'avoir au moins le superflu ». Voilà une revue de l'époque, La Vie illustrée, qui nous montre cet épisode où nos quarantenaires sont derrière les grilles, gardés par un garde. Il y a même une équipe de gendarmes qui va arriver le 21 septembre pour surveiller, soi-disant, faire appliquer la consigne. En fait, ils vont surtout aller à la pêche. Et des règlements très anciens de 1822 sont affichés, ou 1835 sont affichés sur les portes des dortoirs. Il punit même tout manquement de la peine de mort. 558 articles ont été comptés et jugés ridicules quand il n'est pas odieux, nous dit Jean Berthaud. Alors, enfin, le 22 septembre, on décide d'agir et il est décidé d'injecter du sérum à tous les passagers volontaires. Au début, évidemment, personne n'est volontaire. Les dames, notamment, s'offusquent qu'on veuille leur injecter de la peste, carrément. Et en fait, les médecins vont donner l'exemple, comme souvent, et ils seront inoculés. Tous les médecins seront inoculés les premiers. Et à partir de là, eh bien, tout le monde accepte, enfin, pas tout le monde, mais presque, puisqu'il n'y a qu'une dizaine de refus sur 174. Et même les dames, finalement, acceptent d'être inoculées. Et là, on voit une photographie qui n'est pas de très bonne qualité, mais on voit les dames au moment de l'inoculation du sérum. Alors, ces braves gens vont
se cotiser pour faire une souscription au profit de la veuve et des enfants de Marius Fabre. Marius Fabre, ce premier malade décédé. Mais on décide quand même de se dégayer un petit peu cette quarantaine, puisqu'on va commander un piano à Marseille, en l'idée de faire un concert, parce que toutes ces jeunes filles savent parfaitement jouer du piano et elles chantent. Donc on veut faire un concert, et voilà. Donc un piano arrive de Marseille. Le 25 septembre, un deuxième bateau, l'Ortegal, vient s'amarrer à côté du Sénégal. Et là aussi, il y a un personnel et un équipage qui vont être transbordés. Et grâce à l'influence de Raymond Poincaré, le préfet des Bouches-du-Rhône va venir en visite sur l'île et il permet aux quarantenaires de circuler sur la deuxième île. Ils étaient sur Ratonneau, ils vont avoir le droit d'aller sur Pomègue pour la visiter, et cette île semblait quand même plus intéressante. Voici le deuxième bateau qui arrive, l'Ortegal. Alors, on va quand même essayer de traiter le linge. On va désinfecter un petit peu le linge et le matériel. En fait, c'est très mal fait. D'abord parce que c'est facultatif, donc désinfecter de manière facultative du matériel et pas l'autre, ça paraît beaucoup d'intérêt. On va donner des billets de linge désinfectés, mais qui vont être distribués avec des involtures, dit-on, ce qui fait que, voilà. Les malles et les bagages remplis des affaires personnelles sont simplement vaporisés avec un appareil à pompe au pied des lits. Voilà le matériel dont disposait, une sorte d'étuve dont disposait le lazaret. Voilà encore une photo assez belle qui se passe sur l'île. Alors, le 26 septembre, c'est le dernier jour des internés au Frioul. Et puis, curieusement, mais c'est souvent comme ça, hein, lorsqu'on est réunis comme ça, des liens se tissent et puis les quarantenaires sont presque au regret de quitter l'île, ils commencent à s'habituer. Ils doivent aussi passer à la caisse, la loi est formelle, il faut payer ces nuits d'hôtel, si je puis dire, 25 sous par nuit et 6 francs par jour pour la nourriture. Mais c'est des sommes modestes et ça ne pose pas de gros problèmes. Et on va leur donner des passeports sanitaires. On va leur distribuer des passeports sanitaires. Ils doivent être tamponnés par l'autorité dans les 24 heures. Ça a été plus ou moins fait, voire pas du tout pour certains. Certains ont essayé de le faire et les préposés de la mairie de Marseille ont été bien étonnés qu'on vienne leur demander ce genre de choses. Finalement, un concert d'adieu a lieu le soir même. Un concert avec un repas d'adieu pris en commun, comme d'habitude. Et je vais vous montrer ça ensuite. Et le 27 septembre, le lendemain, donc à 12h30, les internés sont libérés. En fait, ils n'ont fait que 7 jours pleins de quarantaine au lieu de 10 jours légaux. Et ceci, bien sûr, grâce à l'intervention de notre ancien ministre. Lorsqu'on est dans un lazaret pour une quarantaine, il vaut mieux avoir avec soi, avoir quelques hommes politiques. Donc, ils vont tout débarquer, y compris le piano, qui va retourner à Marseille. Voilà un passeport sanitaire donc original qui a été donné à un des membres de l'équipage à qui appartenaient ces photos. Et comme on le voit, il est rempli, sauf qu'il n'est pas nominatif. On n'a même pas mis le nom de la personne, ce qui prouve la légèreté de l'affaire. Alors, voilà le banquet d'adieu dans ce hangar qui a eu lieu la veille, et puis un menu qui malheureusement est à l'envers, qui a été un peu genre renéotypé, on dirait aujourd'hui, et on voit que dans ce menu, il y avait déjà une bouillabaisse qu'on faisait venir de Marseille, bien entendu, du meilleur traiteur. Et puis voilà, le retour de nos passagers qui réembarquent pour Marseille. Alors, les suites de la mésaventure. Il y a plusieurs sortes de suites. Tout d'abord, on apprend qu'un bateau, le Laos, de la même compagnie maritime, qui venait de Chine et de Japon avec 317 passagers, avait fait une quarantaine juste avant, c'est-à-dire en juillet, pratiquement 2 mois avant. Et on apprend que sur ces 317 passagers, il y avait eu 17 malades et 5 décès.
que, évidemment, 317 passagers, ça s'était pas très bien passé, surtout que ce n'était pas des premières classes. Ils avaient bien réclamé, mais c'était que 2 mois avant, évidemment. Il ne s'était rien passé pendant l'été. Alors, parmi les suites, c'est des suites médicales qui sont intéressantes et qui m'ont le plus intéressé. C'est bien sûr le professeur Bucois, qui était présent parmi les passagers, va faire une communication à l'Académie de médecine en octobre 1901, sous le titre « La peste à bord du Sénégal, une quarantaine au Frioul ». L'intervention médicale est détaillée, je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on l'avait déjà vu, mais on apprend à partir de là quelques renseignements complémentaires sur le premier malade qui a bien eu la peste, qu'il n'y avait pas, il est bien confirmé qu'il n'y avait pas de sérum à bord du bateau, voilà le professeur Bucois, et que 2 heures après l'arrivée des passagers, le docteur Jacques visite les passagers, c'était un médecin du lazaret. Il va examiner le malade, il va recueillir du liquide bubonique pour faire un examen bactériologique. Et que le docteur Catlan, qui était directeur du service sanitaire de Marseille, va venir sur place pour effectuer donc des recherches bactériologiques. La première recherche sur frottis était positive, mais il y avait quelques doutes, et c'est l'examen des rats qui va montrer que sur le bateau, il y avait bien des rats morts, des rats vivants qui étaient contaminés. En fait, ces rats ont été trouvés dans la soute au linge sale, et les rats vivants étaient également porteurs du bacille. Ils avaient contaminé le navire à quai, au port d'Alexandrie, d'où venait le bateau. Donc en fait, la peste ne venait pas de Marseille, mais venait bien d'Alexandrie, via Marseille. Voici le docteur Jacques, semble-t-il, d'après une photographie de Léon Gaumont. Alors, le docteur Bucois déplore surtout l'absence de service minimum et l'absence de désinfection immédiate dans ce lazaret. Une polémique va arriver, et les fautes sanitaires, selon le docteur Bucois, sont que l'embarquement sur un bateau, le bateau n'avait été insuffisamment visité avant, il n'y avait pas de sérum à bord du bateau, il n'y avait pas, semble-t-il, de sérum frais, mais en fait il y en avait pour l'équipage et les passagers, puisque les passagers ont quand même été inoculés de sérum, et que les passagers ont été maintenus sur ce bateau contaminé pendant plusieurs jours avant d'être débarqués. L'équipage même a été maintenu 1 semaine avant d'être débarqué, alors qu'on sait bien que c'est le bateau qui était contaminé, que l'entretien et le bon fonctionnement du lazaret n'étaient pas suffisants, et puis il n'y a pas eu des mesures rapides de désinfection sur place. Donc pas mal de manquements, de fautes sanitaires qui devraient être améliorées, et évidemment il réclame des réformes. C'est le professeur Proust qui va répondre à cela, puisque c'était lui qui était en charge de la surveillance sanitaire française, et il va répondre à tous ces points en admettant effectivement que les passagers qui ont été débarqués un peu tard l'ont été pas sur la bonne île, ils auraient dû être à Pomègue où il y avait vraiment le lazaret, ils ont été à Ratonneau, et ils n'ont pas vraiment été désinfectés de ce fait rapidement. Voilà le professeur Proust, dans une belle photographie de Nadar. Il rappelle que le lazaret avait reçu entre 1891 et 1900 119 passagers en première classe sur 49 jours d'isolement. Donc en 9 ans, il n'y a eu que 49 jours d'utilisation du lazaret, ce qui impose l'indulgence pour un mec personnel. Et en fait, que le lazaret du Frioul a éteint la peste du Niger l'année précédente, celle du Laos, du Sénégal, du La Ciotat, du Zapari en 1901. Donc il rappelle qu'aucun cas de peste n'a touché Marseille, et donc le lazaret du Frioul a quand même bien fonctionné. Je vais un peu plus vite là-dessus. Alors ensuite, c'est le directeur de l'assistance et de l'hygiène publique au ministère de l'Intérieur qui va réagir, c'est Henri Monod qui va faire une monographie, qui va rappeler que le Sénégal avait une patente brute, mais était indemne
qu'il n'avait eu qu'une visite médicale et la désinfection du linge sale, et que la désinfection du navire ne devait avoir lieu qu'en cas de navire infecté, ce qui lui semble une erreur à corriger pour l'avenir. Quant au sérum, il affirme qu'il y en avait assez au lazaret, mais il reconnaît que le lazaret doit être installé de manière à recevoir les passagers dans de meilleures conditions. Et finalement, l'Académie va nommer une commission d'études. Voici la monographie d'Henri Monod. Et au plan médical, ce qui est intéressant, c'est que le jeune interne qui a reçu et soigné tous ces pestiférés entre 1900 et 1901, eh bien, va soutenir sa thèse de doctorat en médecine, La peste au Frioul, lazaret de Marseille, en 1900 et 1901, sous la présidence du professeur Proust. Et cette thèse est consultable. Et il y a l'observation détaillée des 38 malades provenant des 7 navires entre 1900 et 1901. Il indique à titre de comparaison que le lazaret a reçu 13 navires et 75 pestiférés entre 1720 et 1845, et aucun entre 1845 et 1900. C'est-à-dire que le lazaret fonctionnait, pendant 50 ans, il n'y a eu personne, et puis en 2 ans, ils ont eu quand même 38 malades de la peste. Les 2 observations médicales de nos 2 malades sont détaillées et consultables sur cette thèse. Donc on a tout le détail, tout entièrement. La dernière suite de l'aventure, c'est l'enquête d'un médecin qui était présent, qui lui va étudier une population qui a été inoculée par le sérum, 143 patients sur 173, ce qui fait un échantillonnage très intéressant et inédit en France pour étudier l'intérêt du sérum et l'innocuité du sérum antipesteux. Donc, il remarque que les 10 non inoculés par refus n'ont pas eu de problème, heureusement pour eux, que la moitié environ des patients n'ont eu aucun effet secondaire, mais quand même que presque la moitié ont eu des incidents bénins à sérieux, et il y a eu quand même 2 cas sérieux. On ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces 2 cas sérieux, mais enfin ils ont été sérieux. Ce qui représente quand même des incidents bénins à sérieux. 1 sur 2, c'est beaucoup, mais on rappelle bien sûr qu'il s'agissait de sérums antipesteux, et en général c'était des sérums du sérum de cheval. Et évidemment, il est bien connu que le sérum antitétanique, le sérum antidiphtérique, à base de sérum de cheval, pouvait entraîner des réactions qui étaient quand même fréquentes et parfois sérieuses. Donc il recommande, lorsque l'épidémie est très légère, de ne pas faire d'inoculation. Bien sûr, si l'épidémie revêt des caractères graves dès le début, à ce moment-là, il faut la faire. Juste un petit mot sur on a parlé du professeur Proust, qui était donc l'inspecteur général des services sanitaires, professeur à la faculté de médecine de Paris, chef de service à l'Hôtel-Dieu, et il va travailler essentiellement sur ces grandes épidémies, puisqu'il va s'intéresser au choléra et ensuite à la peste, à la fin du XIXe siècle. En août 1899, il avait été en mission à Marseille pour vérifier la fiabilité des installations du Frioul. Il avait fait des recommandations qui n'ont pas été exécutées, et en 1903, après ces histoires, il y a eu encore des problèmes de mesures sanitaires que Adrien Proust devra encore défendre à l'Académie. Alors, pour terminer avec notre histoire, qu'est-ce qui s'est-il passé après 1901? Eh bien, nous avons vu qu'en 1902, il y a eu encore 5 navires suspects ou infectés, et plus qu'un seul en 1903, et ça sera terminé. Marseille on l'a dit, été épargnée. En fait, on a appris, et bien après, avec Daniel Panzac, qu'il y avait eu un petit foyer de peste en août 1903 dans une cartonnerie du quartier Saint-Henri de Marseille, qui avait eu 21 malades et 9 décès parmi les employés, que l'origine de cette peste était des balles de chiffon provenant de Syrie avec des rats pestiférés, mais, nous dit Daniel Panzac, la municipalité fit brûler accidentellement, comme on dit à Marseille, la cartonnerie, et ne reconnut la véritable cause que bien plus tard. Donc il y avait bien eu quand même un petit foyer à Marseille, mais on avait employé les grands moyens. En 1920, c'est la célèbre peste des chiffonniers de Paris
92 cas déclarés, 34 décès. Et en 1945, les 10 derniers cas français ont eu lieu, mais en Corse et pas en métropole. En 1944, le lazaret du Frioul a été détruit par des bombardements alliés. Et en 1902, le fameux Louis Olivier, qui organise, le grand organisateur des croisières, organise l'année suivante des croisières en ballon au-dessus de la région parisienne. On peut se demander si c'était moins dangereux que la croisière en Méditerranée. Pour terminer, voici ce qu'a dit Raymond Poincaré suite à l'aventure. Voilà une façon originale de passer ses vacances. Quel succès cet hiver dans les salons, et qu'ils paraîtront ternes ceux qui n'auront raconté qu'un misérable voyage en Suisse ou qu'une pauvre petite croisière. Voilà. Je vous remercie de votre aimable attention.